Quelque part entre les collines de la Dordogne et les forêts humides du Périgord, non loin du village oublié de Saint-Monclair, il existait autrefois un domaine dont les archives locales ont soigneusement effacé toute trace pendant près d'un siècle. Entre 1882 et 1904, 12 ouvriers agricoles y disparurent sans qu'aucune enquête officielle ne soit ouverte. La gendarmerie nota des départs volontaires. Le curé, lui, se tut. Et pourtant, dans la nuit glaciale du 12 février 1899, quelque chose naquit dans la maison principale du domaine, quelque chose qui fit venir, dans le plus grand secret, des érudits, des collectionneurs et des médecins d'Angleterre, de Suisse et même de Russie. Ils voyageaient sous de faux noms, payés en lingots ou en pierres précieuses, et repartaient avant l'aube, laissant derrière eux des lettres codées et des reçus jamais enregistrés. Ce que le comte Lucien de Monclair avait mis au monde cette nuit-là, nul registre n'en porte la mention. Mais le mystère a survécu sous la forme de fragments. Correspondances dissimulées, certificats modifiés, actes falsifiés que le feu du tribunal de Bergerac, en 1931, révéla par hasard. Avant de vous raconter comment ce secret a façonné 3 générations et détruit une lignée entière, abonnez-vous à ce récit si vous aimez les véritables affaires historiques qui mêlent faits avérés et horreur tue. Écrivez-moi de quelle région vous lisez, car peut-être vivez-vous à quelques kilomètres du lieu où tout a commencé. Le manoir de Monclair s'élevait sur plus de 400 hectares de vignes et de bois, dominant la vallée de la Vézère. Construit en 1754, 3 étages de pierre claire, volets verts, façade rongée par la mousse, un monument de gloire décadente. En 1882, lorsque Lucien hérita du domaine à 32 ans, les tonneaux étaient vides, les dettes colossales, et la famille, jadis respectée, n'était plus qu'une ombre. Sa première épouse, Hélène, mourut en 1885, lors de la naissance de leur fille, Camille. Les médecins dirent fièvre puerpérale, d'autres parlèrent de poison. Lucien ne contredit personne. 3 ans plus tard, il épousa en secondes noces une jeune institutrice venue de Lyon, Eva Leroy, qui apporta une dot confortable et des manières modernes. Elle tenta de rouvrir les écoles du hameau, d'introduire l'électricité, d'abolir certaines coutumes archaïques que Lucien défendait au nom de la tradition. Leur union fut brève. Eva mourut en 1890, officiellement d'une pneumonie. Officieusement, on chuchotait qu'elle avait découvert quelque chose dans les caves du manoir, une pièce murée où Lucien passait ses nuits à classer d'anciens manuscrits alchimiques. À partir de cette année-là, il cessa toute vie publique. Les vignes furent laissées à l'abandon, les ouvriers payés en retard, les granges transformées en laboratoire. Camille, sa fille unique, grandissait à l'écart, élevée par une gouvernante espagnole, Inès Valverde, femme cultivée et taciturne. À l'âge de 10 ans, Camille perdit la vue à la suite d'une maladie inconnue. Certains disent que ce fut à la suite d'une expérience du comte, d'autres qu'elle s'était brûlé les rétines en regardant trop longtemps les éclats d'un métal chauffé. Lucien fit venir les meilleurs oculistes de Paris, de Genève, de Turin, sans succès. À partir de 1892, l'enfant ne sortit plus de l'aile nord du manoir. Les fenêtres y furent condamnées, les miroirs retirés. Le personnel réduit. Lucien, ruiné par ses recherches, vendit les derniers hectares de vignes, mais conserva un groupe d'ouvriers choisis pour leur robustesse et leur discrétion. On disait qu'il faisait venir des charrettes entières de produits chimiques, d'animaux disséqués, de fioles et de sang coagulé. Ce qui se passait sous le manoir échappait à tout contrôle administratif. Dans son carnet retrouvé en 1931, un notaire de Bergerac écrivit « Je n'ai jamais vu d'homme plus hanté que le comte de Monclair. Il voulait rendre la vue à sa fille, mais il cherchait autre chose, l'éclat de la vie elle-même. » En 1895, un accident survint. 3 ouvriers furent retrouvés morts près de la cave principale, la peau noircie comme par un éclair. L'affaire fut classée « explosion de lampe à pétrole ». Mais selon le journal intime d'Inès Valverde, retrouvé dans les ruines, il s'agissait d'une épreuve ratée. Le comte tentait d'implanter dans le sang de sa fille une substance lumineuse extraite de la moelle humaine. À partir de ce drame, Monclair licencia la moitié de ses gens et fit venir 11 hommes d'origine étrangère, des Portugais, des Algériens, des Polonais, logés dans les anciens chais, payés en espèces sans contrat.
Entre 1896 et 1898, 16 hommes disparurent l'un après l'autre. Leurs familles n'eurent jamais de nouvelles. On disait qu'ils s'étaient enfuis vers Bordeaux. En réalité, leurs noms réapparurent dans un cahier de laboratoire sous la mention d'honneur 1 à 11. Tout convergeait vers la même obsession, rendre la lumière à Camille. L'hiver 1899-1904 fut d'une rigueur exceptionnelle. Les rivières gelèrent, les vignes moururent définitivement. C'est alors que Lucien reçut la visite d'un homme étrange, le docteur Joseph Weiss, un physiologiste autrichien banni de Vienne pour expérimentation non conforme à l'éthique. Il arriva un soir de décembre et plus jamais aucun habitant du village ne le revit. Les domestiques racontaient qu'il parlait une langue inconnue et qu'il portait toujours des gants noirs. Le 12 février 1899, le ciel était rouge au-dessus de Saint-Monclair. À minuit, des cris montèrent du manoir mêlés à des sons métalliques, comme des chaînes traînées sur la pierre. 3 jours plus tard, un courrier partit pour Paris, scellé de la sueur du comte. Il contenait un certificat de naissance établi par le docteur Weiss, déclarant l'arrivée d'un enfant du nom de Adèle, né sans pupille, mais percevant la lumière. Aucune femme n'était enceinte dans la maison, aucune nourrice engagée. Et pourtant, on entendit dans l'aile nord des pleurs de nouveau-né. Inès Valverde écrivit « L'enfant n'est pas humain, ses yeux reflètent la flamme, mais sa peau est froide. Le comte dit que c'est la victoire de la science. Moi, j'y vois la punition de Dieu. » C'est fut le début de la légende. Pendant les mois qui suivirent, le comte fit venir des visiteurs de toute l'Europe, médecins, occultistes, collectionneurs. Ils repartaient en laissant de fortes sommes et des consignes de silence. On disait que l'enfant grandissait sans jamais cligner les yeux, qu'elle semblait voir à travers les murs, qu'elle reconnaissait les gens avant qu'ils parlent. Camille, sa fleur Hélène, perdit la raison. On la retrouva un matin dans la galerie, les ongles ensanglantés, répétant « Elle voit pour moi !» Quelques jours plus tard, elle disparut. Officiellement, partie en cure. Officieusement, ensevelie quelque part sous les caves. Le 17 septembre 1899, Lucien de Moncler fit rédiger un testament dans lequel il stipulait que, à sa mort, la lumière née dans cette maison devra être préservée, quel qu'en soit le prix. En 1901, il mourut subitement, crise cardiaque, disait-il, et les portes du domaine furent scellées. Adèle, l'enfant aux yeux sans pupille, disparut des registres comme elle y était entrée, par le mensonge. 30 ans plus tard, l'incendie du tribunal révéla les doubles certificats de naissance, l'un au nom de Camille, l'autre d'Adèle, avec la même date et la même mère déclarée. Inconnue. Le mystère de Moncler venait de ressurgir des cendres. Ce n'était que le commencement. Pendant 30 années, le manoir de Moncler resta silencieux, ses volets scellés, ses vignes englouties par les ronces et les ormes sauvages. Les rares voyageurs qui longeaient la vallée parlaient d'une odeur de cire et de fer qui persistait autour des ruines. Après la mort du comte Lucien, l'héritage revint à un neveu éloigné, Armand de Vassieux, capitaine de cavalerie à la retraite, qui n'avait jamais posé le pied dans la région. En 1930, lorsqu'il apprit l'existence du domaine et les dettes associées, il engagea un notaire de Bergerac pour liquider les biens. C'est au cours de cette procédure qu'un incendie accidentel détruisit les archives du tribunal, mettant au jour, entre des papys noircis, 2 certificats de naissance identiques datés du 12 février 1899, l'un au nom de Camille de Moncler, fille du comte et d'Hélène Duras, l'autre au nom d'Adèle, fille d'une mère inconnue et d'un père non déclaré. L'affaire éveilla la curiosité d'un jeune archiviste, Paul Desforges, passionné d'histoire locale. Il demanda à consulter les documents du notaire, tomba sur le journal d'Inès Valverde et décida d'enquêter. Ce qu'il découvrit le conduisit bien au-delà d'une simple erreur administrative. Les villageois se souvenaient vaguement d'un cri d'enfant entendu à travers les collines, d'une lumière étrange les nuits d'orage, d'un vieil homme qui, avant de mourir, disait encore voir des yeux sans pupille briller derrière les fenêtres murées. En avril 1931, Desforges se rendit à Saint-Monclair. Le chemin était envahi de broussailles, les pierres du portail fendues. À l'intérieur, tout semblait intact, comme si le comte venait de quitter les lieux. Les meubles étaient couverts de draps, mais aucune poussière ne s'était déposée sur les poignées de cuivre. Dans le grand salon, le jeune archiviste trouva une série de bocaux étiquetés « Essai de rétention optique, 1897-1899 ». À l'intérieur, des fragments organiques baignaient dans un liquide ambré. Le sol portait des traces de brûlure. Et sur un mur, en lettres tremblées,
On lisait encore « La lumière doit naître du sang ». Au sous-sol, derrière un mur effondré, Desforges découvrit un couloir secret menant à une chambre circulaire. Sur le sol, 11 dalles de pierre portaient chacune un chiffre romain et au centre, une 12e pierre sans inscription. Sous celle-ci, il trouva un berceau en métal, minuscule, couvert d'un drap jauni. Dedans, un carnet. Journal de l'expérience Lumière 12. Les premières pages décrivaient les dons des ouvriers disparus, leurs noms, leurs âges, leurs paramètres sanguins. Les dernières évoquaient l'enfant lumière, né du croisement d'un œil éteint et d'un sang illuminé. Le style de Lucien s'y reconnaissait, méthodique, presque administratif. Camille servira de matrice, écrivait-il, et de sa cécité renaîtra la vue absolue. Desforges ferma le carnet, pris d'un frisson. Dans un coin de la pièce, il trouva un miroir brisé dont les fragments semblaient encore refléter une lueur propre, indépendante de la lampe. Il emporta quelques pièces pour étude, ignorant que ce geste allait rouvrir un secret que 3 générations avaient tenté d'ensevelir. Les semaines suivantes, des phénomènes étranges furent signalés à Bergerac, des lettres anonymes déposées au bureau du poste, des voix entendues dans les couloirs des archives. Une photographie datée de 1902 montrant une enfant aux yeux entièrement blancs, tenue dans les bras d'un homme qu'on identifia plus tard comme le docteur Weiss. Le cliché avait été pris à Zurich. Comment l'enfant du manoir de Moncler s'était-elle retrouvée en Suisse? Desforges multiplia les recherches. Il consulta les registres médicaux européens et découvrit qu'en 1900, un certain Dr Weissmann avait présenté à la Société de biologie de Genève un mémoire sur la photoréaction des tissus nerveux humains. L'assistance l'avait hué, et le savant avait disparu. Les archives suisses mentionnaient pourtant un internat pour enfants aveugles financé par un mystérieux donateur français, Lucien de Moncler. Le domaine servait donc de façade à un réseau d'expérimentation. En juin 1931, Paul Desforges retourna sur place, accompagné d'un photographe et d'un prêtre. Le manoir semblait respirer. Chaque pas réveillait un écho, chaque porte grinçait comme si elle attendait. Dans l'aile nord, ils trouvèrent une chambre encore meublée, avec un petit lit, une poupée sans yeux et un portrait peint d'une jeune fille aux cheveux clairs, la tête tournée vers la lumière. Au dos du tableau, une inscription en latin, « Lumen ex tenebris nascitur », la lumière née du ténèbre. En relevant le cadre, Desforges déclencha un mécanisme. Un pan du mur s'ouvrit lentement, révélant un escalier en colimaçon descendant vers les caves. L'air était lourd, saturé d'odeurs métalliques. En bas, ils découvrirent une salle circulaire où reposaient 11 silhouettes enveloppées de toile, couchées comme des statues. Les draps se désagrégeaient, laissant apparaître des corps momifiés, les orbites vides, la peau tirée sur des os noircis. Sur le sol, une inscription à la craie. Ils ont donné la vue. Au centre, un bassin rempli d'un liquide sombre, qui semblait gluire de l'intérieur. Le prêtre refusa d'aller plus loin. Desforges, lui, approcha la lampe, et dans le reflet mouvant, il crut voir une forme d'enfant, minuscule, translucide, qui ouvrit les yeux. Ils fuirent sans se retourner. 3 jours plus tard, le photographe fut retrouvé mort à son domicile, brûlé vif sans trace d'incendie dans la pièce. Sa pellicule, développée par la gendarmerie, ne contenait qu'un cliché. Un escalier vide, mais au fond 2 points lumineux, parfaitement alignés, comme des yeux. L'affaire fit la une du Courrier de la Dordogne, sous le titre « Les mystères de Saint-Moncler, une malédiction scientifique ». On parla de superstition, de délire collectif, puis on oublia. Seul Desforges continua à chercher, obsédé. Il fit analyser les résidus trouvés dans le bassin par un laboratoire de Paris. Les chimistes découvrirent une concentration anormale de phosphore et d'hémoglobine. L'un d'eux déclara « Ce n'est pas un sang humain ordinaire ». En novembre 1932, Paul reçut une lettre sans adresse d'expéditeur. Le papier était jauni, la crêture tremblait. « Je suis vivante. Ils m'ont envoyé à Zurich. Je vois les ombres des vivants. » Signé A. Moncler. Le cachet postal venait de Genève. 2 semaines plus tard, Paul prit le train pour la Suisse. À son arrivée, il apprit qu'un orpise abandonné au bord du lac Léman portait le nom de Maison des Enfants de la Lumière, fondée en 1901 par un certain docteur Weissmann. Le bâtiment était fermé depuis 20 ans. Les habitants des alentours disaient qu'il entendait des pleurs quand tombait la nuit. Desforges entra par une fenêtre brisée. L'intérieur était intact, comme figé dans le temps. Des petits lits minuscules, des jouets, des tableaux d'anatomie. Sur le bureau du directeur, un registre mentionnait 19 pensionnaires tous aveugles à la naissance, sauf une. Adèle de Moncler, née le 12 février 1899,
capacité de perception lumineuse totale. Dans la marge, un mot du docteur, projet accompli. Le dernier feuillet du registre portait une tache d'ombre comme une empreinte digitale brûlée. Plus loin, une annotation ajoutée à la main. Sujet transféré en 1913 vers la clinique Saint-Lazare de Paris. Elle expérimentale. Quand Paul Desforges arriva à Paris en janvier 1933, la ville semblait engourdie par un hiver sans fin. Les rues du quartier latin étaient noyées de brume, les journaux parlaient de faillite, de suicide et de la montée d'une inquiétude sourde. Il avait sur lui le registre de la Maison des Enfants de la Lumière, un document qu'aucun archiviste n'aurait dû posséder. La mention « Clinique Saint-Lazare, elle, expérimentale » le mena jusqu'à un ancien hospice situé près du canal Saint-Martin, à moitié désaffecté depuis la guerre. Les murs suantaient l'humidité et une odeur d'éther flottait encore dans les couloirs. En se présentant comme chercheur en histoire médicale, Desforges obtint de consulter les registres hospitaliers. Le concierge, un vieil homme édenté, se souvenait vaguement d'un docteur Weissmann, ou peut-être Weiss, qui dirigeait jadis un pavillon fermé au public. « On disait qu'il faisait voir les aveugles, mais qu'il voyait trop », murmura-t-il. Le registre de 1913 portait la trace d'un nom maturé, Adèle M. La suite avait été effacée à la lame. En marge, un tampon, transfert non autorisé. Le dossier correspondant manquait, mais le numéro d'archives renvoyait à un ensemble de cartons scellés dans les sous-sols du ministère de la Santé, rue de Varennes. Grâce à un contact au service des archives publiques, Desforges obtint, une nuit de février, la permission officieuse d'y pénétrer. Dans une salle froide et sans fenêtre, il ouvrit le carton 7B-114. À l'intérieur, des rapports médicaux illustrés de croquis anatomiques, iris dilatés, nerfs optiques hypertrophiés, cellules réagissant à la lumière après la mort. Le nom du projet figurait sur chaque page, Expérience Luxe. Le dernier rapport datait de 1914, signé Dr Weissmann pour le compte du ministère de la Guerre, section Vision nocturne. À la veille de la Première Guerre mondiale, le gouvernement français avait donc repris les recherches du comte de Montclerc pour tenter de créer des soldats capables de voir dans l'obscurité, et l'une des cobayes, mentionnée comme sujet alpha, portait le prénom Adèle. Desforges comprit que l'enfant de la Dordogne était devenu l'objet d'expérimentations militaires. Il consulta les annexes. En 1915, le projet avait été transféré dans un hôpital militaire à Vincennes avant d'être suspendu pour cause d'incidents majeurs. Aucun détail n'était donné, sinon cette phrase. Sujet alpha s'est échappé le 3 octobre 1915 à 23h17. Observation finale. Perception lumineuse totale confirmée. Plus loin, une note à la main. Ne pas chercher. Mais Desforges chercha. Il retrouva dans un journal de guerre un article sur un bombardement à Vincennes, où l'on avait vu la nuit une silhouette d'enfant traverser les flammes sans se brûler. Le lendemain, on avait retrouvé 3 soldats aveugles, les pupilles blanches. L'armée avait tout classé sous « accident de munitions ». Au fil de ses recherches, Paul devint obsédé par cette figure, une enfant née de la science et du sacrilège, qui survivait à toutes les époques comme une ombre lumineuse. En mars 1933, il reçut une nouvelle lettre, sans signature, écrite à l'encre bleue. « Vous ouvrez des portes que d'autres ont refermées à jamais. Venez seul. Mercredi, 22h, rue de la Fidélité, 17. » Il s'y rendit malgré la peur. L'adresse correspondait à un ancien atelier de photographe. À l'intérieur, un vieil homme aux mains couvertes de taches de brûlure l'attendait. « Je m'appelais Weissmann, dit-il. Maintenant, je ne m'appelle plus rien. » Sa voix tremblait. Il raconta tout. Comment Lucien de Montclerc l'avait fait venir d'Autriche pour rendre la vue à la chair aveugle, comment l'expérience avait échappé à tout contrôle, comment l'enfant né ce soir de février 1899 n'était pas une simple mutation, mais une fusion. « Elle ne voit pas la lumière, elle la contient », murmura-t-il. Quand j'ai compris cela, il était trop tard. Weissmann montra à Desforges un médaillon d'argent gravé d'un symbole, un œil rayonnant encerclé d'une phrase latine, Lux est mors. Ce signe a été gravé sur sa peau à la naissance, c'est la marque de Montclerc. Il expliqua que l'enfant, devenue adolescente, avait été utilisée par l'armée pour tester des sérums photogéniques, qu'elle avait survécu à tous et qu'un soir, lors d'une coupure d'électricité, la lumière avait jailli d'elle, aveuglant tout le personnel. Depuis, je la vois partout, dans les reflets, dans les vitres, dans mes rêves.
Desforges voulut en savoir plus, mais le vieil homme s'effondra, mort d'une crise cardiaque. La police conclut à une cause naturelle. Paul, bouleversé, garda le médaillon. À partir de ce jour, des choses étranges commencèrent à lui arriver. Ses lampes grésillaient dès qu'il entrait dans une pièce. Les miroirs de son appartement se couvraient de condensation, même en plein jour. Une nuit, il se réveilla en sursaut et vit sur son mur une ombre d'enfant au contour lumineux, immobile. Le lendemain, il reçut un colis sans expéditeur. À l'intérieur, un rouleau de film 16 mm et une note « Hôpital de Vincennes, 1915 ». Dernier enregistrement du sujet Alpha. Paul fit projeter la pellicule à la Cinémathèque nationale. Le film, muet, montrait une salle blanche, des médecins en blouse, et au centre, une jeune fille d'environ 16 ans. Ses yeux étaient intégralement blancs, mais elle fixait la caméra avec une précision terrifiante. Quand l'opérateur approcha, l'image devint floue, saturée de lumière, puis noire. La pellicule fondit dans le projecteur. Tous les témoins furent hospitalisés pour brûlures oculaires légères. L'affaire fut étouffée, mais Paul nota une chose. Sur le mur derrière la jeune fille figurait une inscription à la craie « Saint-Lazare ne voit pas, il éclaire ». En avril 1933, un historien suisse, Henri Keller, contacta Paul pour lui dire qu'il avait retrouvé dans les archives de Genève la trace d'un transfert d'Adèle de Montclerc à Paris en 1913, puis un courrier de 1921 adressé au Vatican, signé AM, demandant asile spirituel pour une âme née sans ténèbres. Le Saint-Siège n'y avait jamais répondu. L'enfant lumière était devenue femme, peut-être recluse, peut-être encore en vie. Paul Desforges décida de poursuivre jusqu'au bout. Il comprit que l'histoire dépassait le cadre d'un secret de famille. C'était un fil reliant la science, la foi et la peur. En mai 1933, il obtint d'un ancien infirmier de Vincennes un carnet ayant appartenu à un officier médical. On y lisait « Sujet Alpha, transfert réussi, maintenance sous supervision cléricale, couvent Saint-Ombre, près de Rouen. Aucun couvent de ce nom n'existait officiellement. Mais dans les registres ecclésiastiques, Desforges trouvait mention d'une maison de retraite des Sœurs de la Vision Divine, fermée en 1928 après un incendie. La rumeur locale parlait de « larmes de feu tombées du ciel ». Desforges prit le train pour la Normandie. Le couvent était en ruine, isolé au sommet d'une colline. Dans la chapelle calcinée, il retrouva un autel brisé et derrière, un vitrail miraculeusement intact représentant une jeune femme aux yeux sans pupille, entourée d'une auréole de feu. Sous le vitrail, gravé dans la pierre, « Adèle Montclerc, 1899, point d'interrogation ». L'enfant lumière avait fondé son propre culte. Ce qu'il restait à découvrir, c'était si elle était morte ou si, quelque part, dans un monde devenu aveugle, elle continuait de regarder. Lorsque Paul Desforges franchit le portail effondré du couvent Saint-Ombre, la pluie tombait à verse, fine et constante, comme si le ciel cherchait à laver la terre de tout souvenir. Le bâtiment, abandonné depuis près de 5 ans, semblait encore respirer sous ses pierres noircies. Les vitraux brisés diffusaient une lumière malade, entre l'or et le vert, et le vent sifflait dans les corridors comme un souffle de prière interrompu. Sur le fronton de la chapelle, on distinguait encore les lettres effacées. Domus visionis divinae. À l'intérieur, tout était resté figé. Des livres de messe ouverts à la même page, des crucifix renversés, des draps brûlés. Le parquet craquait sous les pas du chercheur, et dans le silence, on eût juré entendre le froissement d'un habit religieux. Desforges avait en poche le carnet de l'officier de Vincennes, celui qui parlait d'une maintenance sous supervision cléricale. Il y était précisé que le sujet, désormais adulte, se croit sainte, les sœurs la vénèrent comme une apparition. Dans les archives de l'évêché de Rouen, il avait trouvé une note datée de 1917. Incident lumineux signalé au couvent Saint-Ombre. Les sœurs prétendent avoir reçu la visite d'une enfant resplendissante, aucune preuve, mais un incendie a détruit la moitié des dortoirs. Pas de victimes recensées. Pourtant, les registres mortuaires mentionnaient 9 nonnes décédées le même jour. Cause indéterminée. Ce fut ici, se dit Desforges, que tout recommença. En explorant les sous-sols, il découvrit une crypte, scellée par une lourde porte en fer. Sur le métal, on distinguait un symbole familier, un œil rayonnant, identique à celui du médaillon de Weissmann. La serrure était soudée, mais le mur autour s'effritait. Paul parvint à se glisser dans une fissure
et pénétra dans une salle circulaire semblable à celle du manoir de Montclair. Au centre, une statue de femme agenouillée, le visage levé vers le ciel, les orbites creusées. Autour d'elle, des cierges consumés, des morceaux de verre fondu, et sur le mur, tracé au charbon, « Elle nous voit encore ». En approchant, il sentit une chaleur diffuse, comme si la pierre respirait. Sur le socle de la statue, une inscription « Adèle, lumière et flamme, notre rédemptrice ». Desforges comprit que les sœurs avaient transformé le sujet d'expérience en figure divine. Les témoignages recueillis dans le village voisin évoquaient des processions nocturnes, des chants sans paroles et des lueurs dans la forêt, comme des yeux suspendus. En 1928, un incendie, provoqué par la foudre selon la version officielle, avait ravagé le couvent, mais les pompiers avaient rapporté un phénomène inexplicable. Les flammes semblaient venir de l'intérieur des murs. L'enquête conclut à une combustion chimique, mais aucun produit inflammable ne fut retrouvé. Dans les décombres, on découvrit seulement un fragment de verre fondu, contenant une silhouette minuscule, comme une empreinte d'enfant. Paul fit des prélèvements du sol. À Paris, les analyses révélèrent la présence de phosphore, de mercure et d'un composé inconnu. Le chimiste chargé des tests déclara « C'est comme si la matière avait capté la lumière ». Peu après, Desforges reçut un appel anonyme, une voix féminine, douce, presque chantante. « Vous cherchez ce que vous ne pouvez comprendre, monsieur Desforges. La lumière n'est pas un don, c'est une dette. » Puis la ligne coupa. En fouillant davantage, il apprit qu'une survivante du couvent vivait encore, récluse dans un hospice de Dieppe, sœur Clémence. Il s'y rendit aussitôt. La vieille femme, aveugle, l'attendait comme si elle l'avait vu venir. « Vous portez son signe », murmura-t-elle en effleurant le médaillon qu'il avait dissimulé sous sa chemise. « Je l'ai vue grandir. Elle ne dormait jamais. Elle priait sans bouche et voyait sans yeux. Elle nous a montré la vraie lumière, celle qui consume l'âme. » Desforges tenta d'obtenir des détails, mais la nonne divaguait. Le comte l'avait faite pour voir Dieu, mais elle a vu au-delà. Quand elle priait, la chapelle s'illuminait de l'intérieur. Nous pensions être sauvés, puis la lumière s'est mise à crier. La voix de sœur Clémence se brisa. Elle n'était pas malveillante, mais affamée. Elle voulait retourner d'où elle venait, là où il n'y a ni jour ni nuit. Avant de mourir, la religieuse lui remit un petit carnet, des notes en latin et en français, datées de 1915 à 1927. Les premières pages décrivaient l'arrivée d'Adèle au couvent, sa douceur, son silence, puis le ton changeait. Les novices tombent malades après l'avoir approchée. Leur peau brille dans l'obscurité. Le père abbé interdit de la regarder trop longtemps. Plus loin, une phrase répétée « Lux mandax », la lumière ment. Dans la dernière page, une prière écrite à la hâte « Seigneur, pardonne-nous d'avoir voulu comprendre ce que tu caches. » Desforges, bouleversé, quitta l'hospice au petit matin. Sur la plage de Dieppe, il vit pour la première fois la mer se teindre d'une lueur blanchâtre qui persistait après le lever du soleil. En juin 1933, il rédigea un rapport complet destiné à l'Académie des sciences, espérant trouver des preuves de fraude ou d'hystérie collective. Mais ses conclusions, qui bien rationnelles, ne purent expliquer les résidus luminescents, ni les effets sur la vision de ceux qui s'étaient approchés des artefacts de Montclair. Un professeur de chimie, Arnaud Briand, lui parla alors d'une collection privée détenue par un ancien médecin militaire, le docteur Delamia, qui aurait conservé certains des objets de la vision divine. Desforges obtint un rendez-vous. Dans le cabinet du médecin, il découvrit des bocaux semblables à ceux du manoir, fragments de peau iridescente, mèches de cheveux qui brillaient dans l'obscurité, et surtout une ampoule scellée contenant une goutte de liquide clair qui projetait une faible lumière. « C'est tout ce qu'il reste d'elle », dit Delamia. Quand le couvent a brûlé, les sœurs ont tenté de sauver son essence. Elles croyaient capturer son âme. Desforges voulut acheter l'ampoule, mais Delamia refusa. 2 semaines plus tard, le médecin fut retrouvé mort, brûlé de l'intérieur, son visage intact mais ses yeux carbonisés. L'ampoule avait disparu. Cette même nuit, Paul fit un rêve. Une femme vêtue de blanc marchait dans les corridors du couvent, tenant dans ses mains une flamme nue. La lumière n'a jamais disparu, elle a pris une autre forme. À son réveil, il trouva sur sa table une tache circulaire de lumière qui disparaissait lentement. À ce moment, il sut que l'histoire n'était pas terminée. Dans un monde prêt à sombrer dans la guerre et la folie, l'héritage de Montclair allait ressurgir, non plus comme un secret, mais comme une contagion. Paris, 1934.
Le brouillard s'étendait sur la scène comme une brume de cendres, avalant les réverbères et les silhouettes pressées. Paul Desforges vivait retranché dans un petit appartement de la rue des Écoles, les volets clos même le jour. Depuis la mort du docteur Delaunay, il avait cessé toute publication officielle. Ses nuits étaient hantées de rêves où la lumière semblait respirer, palpiter, chercher une issue. Dans ses cahiers, il écrivait « La clarté n'éclaire plus, elle dévore ». En mars, il fut contacté par une journaliste du matin, Jeanne Artaud, qui enquêtait sur une série de disparitions dans les hôpitaux de la région parisienne. Médecins brûlés vifs sans flamme, patients aveuglés soudainement, témoins parlant de lueurs froides avant les décès. Tous les noms avaient un lien indirect avec le projet Luxe. Desforges tenta de l'avertir. Ce n'est pas une histoire pour les journaux. Mais Jeanne insista, fascinée. Ensemble, ils découvrirent qu'une section secrète du ministère de la Santé poursuivait discrètement les recherches du docteur Weissman sous un autre nom. Programme Phosphène. Officiellement, il s'agissait d'études sur la bioluminescence marine. En réalité, on cherchait à recréer le sérum à partir des notes retrouvées à Montclair. Les expériences se déroulaient dans un laboratoire du 13e arrondissement, sous la Sorbonne, dans les caves d'un ancien abri militaire. En se faisant passer pour des inspecteurs du patrimoine scientifique, Paul et Jeanne y pénétrèrent. Le sous-sol baignait dans une odeur métallique et chaude, comme si l'air lui-même avait brûlé. Sur des tables, des bocaux reliés à des fils électriques contenaient un liquide translucide traversé d'éclairs minuscules. Un technicien, pris de panique en les voyant, murmura « Trop tard, elle est revenue ». Dans la salle principale, une silhouette était allongée sous un drap, reliée à des tubes. Les instruments vibraient, saturés de lumière blanche. Quand Jeanne souleva le tissu, elle recula d'effroi. Une femme jeune, le corps intact mais les yeux d'un blanc absolu, ouverts. Les appareils s'emballèrent, la lumière jaillit, aveuglante. Ils s'enfuirent à temps pour éviter l'explosion. Le lendemain, les journaux parlaient d'un accident électrique. On ne retrouva ni corps, ni trace de l'installation. Paul savait ce qu'il avait vu. Adèle Moncaire, inchangée, comme si le temps n'avait jamais passé. Il tenta d'alerter les autorités, mais on le traita de fou. Quelques jours plus tard, il reçut un télégramme anonyme. La lumière voyage maintenant par le sang. Il consulta d'anciens dossiers médicaux. Plusieurs patients des hôpitaux de Paris présentaient des symptômes étranges. Pupilles rétractées, peau phosphorescente, besoin compulsif d'obscurité. Le phénomène semblait se propager. En avril, un train de banlieue entra dans Paris avec tous ses passagers morts, les yeux brûlés de l'intérieur. Les journaux parlaient d'un gaz toxique, mais les photos du rapport de police montraient un halo autour des victimes. Jeanne et Paul comprirent que la contagion n'était pas microbienne, mais lumineuse. Quelqu'un ou quelque chose diffusait le phénomène. Ils retrouvèrent une survivante, une enfant de 8 ans, nommée Cécile, recueillie dans un hôpital de Charenton. L'enfant murmurait « Elle m'a touché. Elle voulait voir à travers moi. » Son sang, analysé, montrait une concentration anormale de phosphore biologique, identique à celle des échantillons du docteur Weissman. Paul écrivit « La lumière cherche des yeux pour exister. » Peu après, Cécile disparut. Une infirmière affirma l'avoir vue quitter la chambre, guidée par une femme en blanc. Les caméras de surveillance de la cour, récemment installées, captèrent un bref éclat au moment où elles passèrent le portail, puis l'image se noya dans un blanc absolu. Le lendemain, une lettre arriva chez Desforges, écrite à l'encre dorée. « Tu voulais comprendre, maintenant tu vois. » Signé A.M. Jeanne tenta de le convaincre de fuir Paris, mais il refusa. « Je dois suivre la lumière jusqu'au bout. » Ils traquèrent les traces d'un culte secret qui s'était formé autour du mythe d'Adèle Monclair. Ces adeptes, issus de milieux scientifiques et religieux, se réunissaient la nuit dans les catacombes, persuadés que la lumière vivante préparait un nouveau commencement. Dans les carnets saisis par la police, on trouva des phrases en latin « Lux mundi redit », la lumière du monde revient. Le 23 mai 1934, une explosion illumina brièvement le ciel de Paris, visible jusqu'à Versailles.
Le ministère parla d'une défaillance électrique. Les témoins, eux, évoquèrent une femme flottant au-dessus des toits, ses cheveux diffusant des étincelles, son visage calme, ses yeux sans pupille tournés vers le ciel. Jeanne Artaud, qui photographia la scène, perdit la vue quelques jours plus tard. Ses dernières paroles furent pour Paul. « Elle n'est pas morte, elle nous regarde tous. » Les clichés développés montrèrent seulement une tache blanche, mais en l'agrandissant, Paul distingua 2 cercles concentriques, comme un œil gigantesque. En juin, la rumeur de la contagion se répandit. Certains disaient voir des silhouettes lumineuses dans le métro, d'autres affirmaient que les miroirs reflétaient des visages qui n'étaient pas les leurs. Les médecins parlaient d'hystérie collective, mais les morgues se remplissaient de corps dont les yeux avaient fondu. Le gouvernement interdit toute mention publique du phénomène. Paul Desforges, désormais traqué, écrivit son dernier rapport. Le projet Montclair n'a jamais été arrêté. Il a simplement trouvé un nouveau vecteur, l'humanité elle-même. Le 17 juillet 1934, il disparut. Son appartement fut retrouvé vide, la porte verrouillée de l'intérieur. Sur le bureau, une seule phrase tracée à la lumière. « Elle m'a montré ce que les ténèbres cachaient. » À partir de cette date, les phénomènes cessèrent brusquement. Les journaux passèrent à d'autres drames. On parlait de folie passagère, d'un rêve collectif d'après-guerre. Mais dans certaines nuits sans lune, les gardiens du Louvre affirment encore voir entre les colonnes une jeune femme vêtue de blanc dont les yeux brillent doucement avant de s'éteindre à l'aube. Et dans les archives scellées du ministère, un dossier reste classé secret défense. Montclair, contagion pneumonique. Ce n'était plus une légende. C'était une mutation. Et elle attendait son heure. L'année 1952 s'ouvrit sur un Paris méconnaissable, reconstruit, lavé de la guerre, mais habité d'une angoisse invisible. Les souvenirs de l'affaire Montclair avaient sombré dans le silence administratif. Le mot même de lumière organique avait disparu des dossiers publics. Pourtant, au fond d'un bâtiment gris de la rue de Sèvres, dans une section oubliée des archives de la santé, un jeune chercheur, André Valcourt, retrouva par hasard une caisse scellée au plomb portant l'inscription « Montclair, confidentiel défense, 1934 ». À l'intérieur, des bobines, des cahiers et un flacon contenant une seule goutte de liquide doré. Fasciné, André entreprit de reconstituer l'enquête de Paul Desforges, dont il ne restait qu'un nom effacé sur un registre de censure. Les journaux d'époque parlaient d'un incendie scientifique, de vision collective, sans jamais citer la source. En étudiant la correspondance, Valcourt comprit qu'il s'agissait d'une lignée. Lucien, le comte visionnaire, Adèle, l'enfant lumineuse, Weissmann, le savant exilé, Desforges, l'historien consumé. Une phrase revenait sans cesse dans les notes. Lux mandax, lux viva, lux infinita. Il décida de poursuivre ce qu'ils avaient commencé, non pas pour curiosité morbide, mais par soif de vérité. Dans la petite pièce où il travaillait, la goutte du flacon émettait parfois un éclat fugace, comme un souffle. En septembre, il se rendit à Montclair même, désormais envahi par la forêt. Les pierres du manoir affleuraient à peine sous la mousse, mais la cave existait toujours. Les paysans évitaient le lieu. Certains prétendaient que les bêtes refusaient d'y paître, d'autres juraient avoir entendu des chants dans le vent. André entra seul, muni d'une lampe à acétylène. Dans la salle circulaire, il retrouva la statue d'Adèle, noircie mais intacte. Sur son front, un symbole gravé brilla à la lumière, l'œil radiant. Le carnet de Paul, dissimulé dans une fissure, était encore lisible. Les dernières lignes dataient du 17 juillet 1934. Elle m'a montré la dernière image, le monde quand il verra enfin. André sentit alors que la lumière autour de lui changeait. Elle vibrait, douce d'abord, puis plus vive, jusqu'à devenir presque palpable. Dans l'éclat, il distingua une silhouette féminine, jeune, sereine, vêtue de blanc. Ses yeux n'avaient pas de pupilles, mais tout le reste du monde s'y reflétait. La forêt, les ruines, lui-même. Elle parla sans ouvrir la bouche. « Tu n'es pas le premier à me chercher. Tu seras le dernier à me comprendre. » Valcourt voulut parler, mais aucun son ne sortit. La femme leva la main. La lumière s'infiltra dans son corps comme une encre chaude. Il vit défiler les siècles, le comte Lucien, les laboratoires, la guerre,
les flammes, et enfin un avenir sans nuit ni jour. Puis tout disparut. Il se réveilla à l'aube, étendu sur le sol. Sa lampe était éteinte, mais la salle baignait d'une clarté douce, sans source visible. Il remonta à la surface. Le soleil se levait, et pour un instant, il crut voir des reflets dorés courir sur les nuages, comme un battement de cœur céleste. De retour à Paris, il remit son rapport au ministère. Le texte, sobre, concluait « La lumière est une forme de conscience. Nous en sommes les miroirs imparfaits. » Le dossier fut immédiatement classé secret. Peu après, André disparut. Seule subsiste une lettre adressée à un ami. « Je pars là où la vue devient mémoire. Si je ne reviens pas, sache que la lumière n'est ni divine ni humaine. Elle choisit simplement les yeux qui peuvent la porter. » En 1963, les ingénieurs qui creusaient la nouvelle ligne du métro sous la Sorbonne mirent au jour un tunnel muré. À l'intérieur, un laboratoire intact, des fioles encore phosphorescentes. Et sur une table, un médaillon d'argent gravé « Lux et Morse ». Les ouvriers racontèrent qu'une lueur s'était élevée du sol, s'était condensée un instant en forme de femme, puis s'était dissipée en silence. L'un d'eux perdit la vue le lendemain. L'État ordonna l'obstruction immédiate du tunnel. Depuis, la ligne passe à quelques mètres de là sans jamais s'arrêter. Les rumeurs disent que les conducteurs voient parfois, entre deux stations, un halo blanc courir le long des rails. Certains prétendent entendre une voix murmurant « Je vois pour vous ». Le mythe de Montclair devint un mythe urbain, puis un mythe scientifique que les sceptiques attribuèrent à des hallucinations collectives. Mais les plus anciens chercheurs des archives savent qu'à chaque décennie, une main inconnue dépose sur leur bureau un dossier neuf, portant le même titre, « Les enfants de la lumière », et toujours en marge, une signature d'encre dorée, « À Montclair ». Ce que Lucien avait rêvé, ce que Weissmann avait cherché, ce que Desforges avait craint, ce que André avait entrevu, existait désormais sans corps ni lieu. La lumière avait trouvé refuge dans le regard de ceux qui la lisaient. Car le secret de Montclair, après plus d'un siècle, n'était pas une malédiction, c'était une transmission. Et peut-être, pendant que vous refermez cette histoire, quelque part dans le reflet de votre écran, une étincelle vous observe encore.